Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à notre édition francophone de 18h30. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Abidjan accueille demain le 5e sommet Union africaine-Union européenne. En prélude au sommet s'est tenu aujourd'hui dans la capitale ivoirienne la réunion préparatoire au sommet au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le Maroc y est représenté par une importante délégation. De la pluie enfin attendue sur plusieurs régions du royaume dès demain. Le stress hydrique a fortement impacté l'agriculture, notamment l'arboriculture. Comment font face les agriculteurs à cette problématique de manque de précipitations? Reportage à Sidi Mrfi dans la province d'Ifrane. Et puis nous irons en fin de journal à Ouarzazate, une visite au plus grand complexe énergétique au monde, Nour Ouarzazate, le plus grand site de production solaire. Reportage sur l'état d'avancement des centrales solaires Nour 2, 3 et 4. Et avant de développer ces titres, se rappelle tout d'abord, Sa Majesté le roi Mohamed VI participera aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra demain et après-demain dans la capitale ivoirienne. C'est ce qu'annonce un communiqué de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux serviteurs des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz, suite au décès de son Altesse royale la princesse Mdawi bint Abdelaziz Al Saoud. Sa Majesté le roi a adressé un message de félicitations au président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé également un message de félicitations à M. Uhuru Kenyatta suite à sa réélection pour un nouveau mandat de président de la République du Kenya. Et puis cet autre message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi au président de la République d'Albanie, M. Ilir Meta, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Nous le disons en titre, Abidjan accueille demain mercredi le 5e sommet Union africaine-Union européenne. En prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement, la capitale ivoirienne a abrité aujourd'hui la réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le Maroc est représenté à cette réunion par une importante délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Mohamed Eitleshkar. L'Afrique et l'Europe identifient des défis communs à relever. Et ces défis sont d'ordre sécuritaire, économique et social. Ils impliquent principalement la jeunesse. Thème du 5e sommet Union africaine-Union européenne, l'Union africaine ayant décidé de consacrer le thème de l'année 2017 à la jeunesse et de proclamer la période 2018-2027 une décennie pour la formation et l'emploi des jeunes dans les domaines techniques et professionnels. Cette réunion ministérielle se veut une plateforme de dialogue entre les responsables africains et européens en vue de dynamiser le partenariat entre les deux parties. Je crois qu'il y a des enjeux globaux que nous devons affronter ensemble et c'est ce que les déclarations vont démontrer. Je crois que le sommet va le rappeler, que ce soit en matière de sécurité, de lutte contre le changement climatique, de bonne gouvernance, de démographie, mais aussi de développement en faveur de la jeunesse à travers l'éducation. On doit vraiment travailler ensemble entre Union africaine et Union européenne, mais plus largement entre le continent européen et le continent africain. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne, véritable cadre institutionnel pour débattre de l'avenir des relations entre les deux continents, est placé sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». C'est le premier sommet à se tenir en Afrique subsaharienne. En plus de la jeunesse, le sommet demain et après-demain se penchera sur une panoplie de thématiques, la paix et la sécurité, la gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, la migration et la mobilité, les investissements et le commerce, ou encore le développement de compétences et la création d'emplois. 2 jours durant, les décideurs africains et leurs homologues européens auront une occasion précieuse pour fixer des orientations politiques susceptibles de relever les défis ressentis de part et d'autre.
On reste à Abidjan où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita s'est entretenu avec le président de la commission de la CEDEAO en marge des travaux de la réunion ministérielle du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Nasser Bourita s'est entretenu également avec son homologue néerlandais Albe Zijlstra et avec le secrétaire d'État slovène aux affaires étrangères Andrej Logar. Le président français Emmanuel Macron rend un hommage appuyé à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour le rôle éminent du souverain en matière de lutte contre l'extrémisme religieux. Il est temps aujourd'hui de faire barrage à l'extrémisme religieux, a-t-il souligné. Je veux ici rendre hommage au roi du Maroc pour avoir toujours su trouver les mots qu'il faut compte tenu du rôle éminent qui est le sien, a-t-il dit, relevant que la priorité est d'aller encore plus loin dans ce combat. Le président français a aussi mis l'accent sur l'importance d'éradiquer le financement de l'extrémisme, appelant à ne jamais laisser sa religion détournée de sa fonction première. C'était dans un discours à l'université de Ouagadougou. Il a insisté également sur la nécessité de le combattre dans le quotidien, dans les discours politiques et dans l'action. Le fonds de soutien à la cohésion sociale manque de stratégie intégrée pour dynamiser les programmes de soutien. C'est le constat établi par la Cour des comptes à l'occasion de la discussion du rapport de cette Cour sur le fonds devant la commission de contrôle financier à la Chambre des conseillers. Le rapport souligne que la gestion du fonds de cohésion sociale se caractérise par la multiplication des intervenants et des programmes qu'il finance. On passe à la météo à présent et nous le disons en titre, n'oubliez pas de sortir vos parapluies demain. De fortes pluies accompagnées parfois de rafales de vent et des orages par endroits sont attendus demain à partir de 18h et ce jusqu'à jeudi 14h sur plusieurs régions du royaume. Écoutons à ce propos de la Youssine Youabd, de la direction de la météorologie nationale. Au cours des dernières semaines, la situation météorologique a été caractérisée par un temps stable et absence des précipitations sur notre pays suite à l'établissement de l'anticyclone des Açores sur le large Atlantique et forme une zone de haute pression qui empêche les perturbations d'atteindre le Maroc. Donc, durant cette semaine, notamment surtout le mercredi et jeudi, la situation météorologique connaîtra un changement suite à l'établissement et le déplacement de cet anticyclone vers le nord et l'approche d'une zone dépressionnaire sur le sud de l'Europe, et ce qui va favoriser par donc des nuages accompagnés de pluie qui vont intéresser la moitié nord du pays, notamment le mercredi et jeudi, en particulier sur le nord du Maroc, le Tangérois, le Loukous, le Rif occidental, la Chaouia, Douala, Seis, ainsi que l'est du pays et le relief du Haut et Moyen Atlas. Les pluies seront parfois modérées à fortes, notamment sur le Rif occidental et l'extrême nord du pays, et faibles à modérées ailleurs, tandis que les pluies sont généralement faibles sur le centre du pays. La pluie va continuer le vendredi matin et quelques chutes de neige sont prévues sur les sommets du Haut et Moyen Atlas et les températures vont connaître une baisse progressive. Voilà, c'était Youssine Youabd de la direction de la météorologie nationale. Et sachez donc à propos de la pluie demain que des pluies de 80-100 mm sont prévues sur plusieurs provinces, notamment à Ouarzazate, Kenitra, Chefchaouen, et de 20 à 40 mm également sur Barchid, Nouassar, Casablanca et également Rabat. Des pluies très attendues par les agriculteurs dans la région Fès-Meknès. L'arboriculture fruitière occupe une place de choix. La production est d'ailleurs menacée par le stress hydrique, notamment les cerisiers, les amandiers et les pommiers qui exigent un apport en eau régulier pour obtenir un fruit de qualité. Alors comment font face les agriculteurs à cette problématique de manque de précipitations? Reportage à Sidi Mkhti dans la province d'Ifrane. Ahmed Fadeli, Nissel Hamdaoui. La chaleur continue de sévir au point de mettre à rude épreuve l'arboriculture dans la province d'Ifrane. L'absence de pluie en cette période entraîne le ralentissement de la croissance de ces pommiers, ce qui laisserait présager une récolte de fruits peu abondante. Cette année, les arbres n'ont pas perdu leurs feuilles, contrairement à l'année dernière, à la mi-novembre. Tous les arbres avaient connu une chute de feuilles, mais aujourd'hui les feuilles n'ont même pas jauni pour pouvoir tomber.
L'année dernière, nous avions arrêté l'irrigation en plein mois d'octobre, car l'année était pluvieuse. Même la production était au rendez-vous. Mais cette année, avec le manque de pluie, nous continuons à irriguer. Et malgré cela, le sol reste chaud. Les agriculteurs n'ont d'autre choix que de s'adapter à ce changement de climat. Ici, sur ces vergers de pommiers, l'heure est au traitement des arbres par pulvérisation. Nous avons été obligés de commencer le traitement des arbres pour provoquer la chute des feuilles. Nous allons poursuivre cette opération jusqu'au mois de décembre et la reprendre encore une fois après l'élagage des arbres. Les agriculteurs sont donc appelés à intervenir, à commencer le traitement antifongique, parce que si on reste les bras croisés, l'arbre va trop tarder à perdre ses feuilles et cela risquerait de retarder sa croissance. En période de forte chaleur, la surveillance de l'humidité du sol est recommandée. Le système d'irrigation goutte à goutte est très approprié à l'arboriculture. Le 1er décembre, la communauté internationale célébrera la journée mondiale de lutte contre le sida au Maroc depuis 2011. En matière de couverture par la prévention, de dépistage du VIH et d'accès au traitement antirétroviral, de gros progrès ont été réalisés. Et lors d'une rencontre organisée à Rabat à l'occasion de cette journée, le directeur de l'ONU-SIDA pour le Maroc a souligné que le Royaume est le seul pays de la région MENA disposant d'une stratégie spécifique sur les droits humains et le VIH, une rencontre organisée par le ministère de la Santé et le CNDH. Zaki Abdelkas, Mounia Marouche. Les personnes séropositives ne sont plus obligées de vivre dans l'ombre. Grâce aux avancées thérapeutiques, le sida est devenu une maladie comme les autres. Au Maroc, on note 1000 nouvelles affections VIH par an et 11 600 personnes bénéficient d'une trithérapie. Le Maroc a enregistré des avancées importantes dans le domaine de la lutte contre le sida. Si nous prenons par exemple la région du Maghreb et du Proche-Orient, au Maroc, le quart des malades ont accès au traitement antirétroviral et la moitié bénéficient d'une couverture médicale. Un nouveau plan stratégique national de lutte contre le sida 2017-2021 est à l'ordre du jour. Fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé et les acteurs associatifs, il vise à promouvoir les droits élémentaires des personnes atteintes du sida. La stratégie que nous avons élaborée ensemble avec nos partenaires internationaux, l'ONU-SIDA, explique à mon avis les résultats que le Maroc obtient dans la région Maghreb-Moyen-Orient, aussi au niveau de l'Afrique, qui sont de très bons résultats. Cela ne veut pas dire que le danger est derrière nous. Il ne faut pas baisser la garde, mais il faut continuer dans ce partenariat original d'une part et d'autre part garder ce principe de non-discrimination. Parmi les objectifs du plan stratégique national de lutte contre le sida, l'élimination de la transmission du virus VIH-Sida de la mère à l'enfant et la lutte contre toutes les formes de discrimination. On passe à présent à l'actualité internationale et on l'entame par le dossier syrien. Damas impose ses conditions à la reprise des pourparlers de Genève. La délégation syrienne attendue hier a retardé son arrivée à demain pour protester contre les déclarations de l'opposition réclamant le départ de Bachar el-Assad avant tout règlement du conflit. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a prévu de maintenir son programme et d'ouvrir ce 8e cycle par une rencontre avec la délégation de l'opposition syrienne. Stéphane de Mistura promis à la délégation syrienne qu'il n'y aurait pas de rencontre directe avec l'opposition ni aucune discussion sur la déclaration de Riyad. Attaque terroriste au sud-est de Bagdad. 2 hommes ont ouvert le feu sur des civils à Nahrawan, quartier du sud-est de la capitale irakienne. Un des terroristes a été tué par les forces de l'ordre. La presse locale parle de 17 morts et 28 blessés. Un attentat revendiqué par le groupe terroriste autoproclamé État islamique qui annonce la mort, lui, de 35 membres des forces de mobilisation populaire, une milice chiite soutenue par l'Iran.
Direction à présent l'Indonésie, menace volcanique à Bali. Les centres d'évacuation et les hôtels de la ville, au lieu du tourisme en Indonésie, se remplissent à cause du risque d'éruption d'un volcan. L'aéroport international a été fermé pour la deuxième journée consécutive. Le volcan émet de spectaculaires colonnes d'épaisse fumée grise depuis plusieurs jours. Environ 40 000 personnes ont déjà quitté la zone de danger. Les autorités estiment qu'un total de 100 000 habitants pourraient devoir s'éloigner. La probabilité d'une grande éruption est élevée, mais cela pourrait prendre des jours ou des semaines. C'est ce qu'a précisé David Pyle, le professeur des sciences de la Terre à l'université d'Oxford. Et puis au Kenya, Uhuru Kenyatta investit ce mardi pour un second et dernier mandat à la tête du pays. La prestation de serment s'est faite en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Dans un discours prononcé à l'occasion de son investiture, le président Uhuru Kenyatta a promis d'unifier le pays. Je consacrerai mon temps également à construire des ponts et à apporter la prospérité à tous les Kenyans, a-t-il ajouté. Il avait obtenu 98,26% des voix obtenues en raison du boycott de l'opposition, une investiture que conteste d'ailleurs son rival d'opposition Raila Odinga, qui assure qu'il prêtera serment également président le 12 décembre. À présent plutôt cette triste nouvelle, la scène artistique arabe endeuillée suite au décès cet après-midi au Caire de la grande actrice Shadia, de son vrai nom Fatima Ahmed Shakir, à l'âge de 86 ans suite à un AVC, un accident vasculaire cérébral. Il est le plus grand complexe énergétique au monde, étendu sur 3000 hectares. Noor Ouarzazate est constitué de 4 centrales solaires. Noor 1, qui est en service depuis février 2016. Noor 2 et 3, les travaux de réalisation avancent. Et Noor 4 est également en chantier. Les 4 projets feront du complexe Noor Ouarzazate le plus grand site de production solaire au monde, avec une capacité totale de 582 mégawatts. Reportage Abdelhamid Jabran et Mohamed Eklishkar. C'est le plus grand et le premier complexe solaire développé à ce jour. Le plan solaire marocain s'étend également à Midelt, Boujdour, Tata et l'Ayoun. Et ici à Ouarzazate, le complexe solaire comprend 4 centrales. Noor 1 est déjà opérationnel depuis février 2016 pour une capacité de 160 MW. Noor 2 est en cours d'achèvement avec une capacité de 200 MW. Noor 3 et 4 sont en chantier. Le complexe solaire Noor de Ouarzazate présente une capacité globale de 580 MW et est destiné à alimenter le réseau national. L'ensemble de l'énergie produite ici sera injectée sur le réseau national et sera utilisée sur l'ensemble du territoire du royaume. Un complexe solaire unique au monde avec sa technologie multiple et qui ambitionne également d'avoir un fort impact socio-économique sur la région où il est aménagé. Nous essayons de participer à l'effort local à travers des actions pérennes, des actions durables qui sont imaginées et pensées localement pour venir répondre au maximum aux besoins des populations locales à travers des actions qui vont être bien sûr en relation avec les énergies renouvelables, mais aussi des actions qui sont en relation avec les infrastructures de base, l'éducation, la santé, les activités génératrices de revenus et aussi les activités socioculturelles et sportives. Un formidable exemple de réussite de la stratégie énergétique du Royaume du Maroc. Une fois opérationnel, le complexe Noor Ouarzazate permettra au Maroc de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Autre prouesse au plan mondial. Et bien voilà, c'est depuis Ouarzazate que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, 20h30. Le journal ce soir vous sera présenté par Mariam El Oufir. Une excellente soirée et à demain.